Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de Le Point. Nous sommes mardi 3 septembre 2019 et ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Ouimana Isombia Barnabé Milangagno. Bienvenue, Monsieur Barnabé Milangagno. Merci beaucoup, Alain. C'est un nom un peu compliqué, ça veut dire quoi? Ouimana, ça veut dire celui qui se tient exactement à ce deux. Donc moi, je me tiens... À la place qu'il faut. Non, je me tiens exactement à la place de Isombia. Isombia qui est mon poste, non, qui est le nom de mon père biologique. Parce que je suis né un mois après sa mort. Alors, à l'époque, quand nous on naissait, il n'y avait pas d'échographie. Oui. On ne pouvait pas savoir si c'était un garçon qui allait venir. Alors comme mon père est mort à 25 ans, quand je suis né, ils ont dit « Ah, voilà, celui qui est parti est revenu ». Il se tient exactement à la place de Isombia. Isombia qui veut dire la seule chose qui tourmente un orphelin, c'est comment vivre, comment manger, comment s'habiller. Barnabé veut dire celui qui apporte la consolation, c'est un nom biblique. Non, c'est Milingagno qui veut dire la seule chose qui dérange un orphelin, c'est la survie. Comment est-ce qu'il va vivre, comment est-ce qu'il va manger. Isombia veut dire attention aux dettes. Parce que si tu prends une dette, ça peut mettre en péril votre amitié. Donc il faut éviter de prendre des dettes. Et tout ça mis en commun? Eh bien, ça fait moi. Ça fait ce que je suis. Donc, je vous reçois, M. Barnabé Milingagno, en tant qu'analyste politique. Je rappelle que vous êtes porte-parole des progressistes, coach en performance des leaders liés aux résultats, coach en développement durable, expert en communication politique, expert en leadership et bonne gouvernance. Donc, c'est tout ça, M. Ouimana Isombia Barnabé Milingagno. Merci. Avec vous, nous allons aborder la politique. Comme vous le savez, le processus de l'investiture du gouvernement Ilunkamba est déjà en cours. Nous allons essayer de voir, d'analyser un peu, est-ce que ce gouvernement va-t-il répondre aux attentes de la population? Il est vrai, quand il était désigné comme Premier ministre, moi j'étais déçu. Déçu pourquoi? C'est un technocrate. Bon, je le prenais pour... C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Non, je le prenais pour un Gizenga 2. Je ne pensais pas que de la coalition entre Joseph et Félix, on allait produire un vieux Premier ministre. Mais la manière dont il a tenu à sélectionner les ministres, les ministrables, qui en sont devenus des ministres au sein du FCC, m'a poussé à avoir de la sympathie vis-à-vis de lui. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir dans le gouvernement Ilunga-Nkamba l'absence d'un type comme Kalev. Il n'y a pas Mova, vous n'avez pas Bochab, vous n'avez pas Néhémie, et je peux en citer tant d'autres. Résister à ne pas mettre ces gens-là, ça relève quand même un acte de bravoure. Parce que ce sont des dignitaires. Est-ce que ça dépendait de lui ou bien ça dépendait aussi du président de la République? Quel que soit ce qui s'est passé derrière le rideau, c'est lui le Premier ministre. Et c'est lui qui a réceptionné la liste. Il faut noter qu'il avait rejeté la première mouture. Donc la première mouture, ce n'est pas Félix qui avait rejeté, c'était lui qui a rejeté la première mouture. Donc le fait qu'il ait résisté, lui d'abord, à son niveau, de ne pas avoir des figures qui choquent. Parce que c'est lui qui avait élaboré les critériums. Les 10 critères. Et il avait dit, pas ceux qui ont des poursuites. Moi, je suis du Sud Kivu. Ne pas avoir un homme comme Kantintima dans le gouvernement. Basengezi. C'est le plus fort de tous. Vous n'avez pas un homme comme Marcelin Tchichambe, ami personnel du chef de l'État, gouverneur pendant 8 ans, conseiller politique du président. Vous n'avez pas un homme comme Boulambo Kilosho, chez moi au sud. Ça, si vous n'avez pas Bitakwira, vous n'avez pas tant d'autres. Ils sont nombreux. Ça signifie qu'il a été réellement sélectif. J'ai toujours dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez été ministre à l'époque de Mobutu. Il a été ministre à l'époque de Mobutu. Dans quel secteur? Économie. Il paraît qu'il enseigne l'économie à l'université de Kinshasa. Il a travaillé avec Mouzé. Il a été avec Joseph dans les réformes des entreprises et machin.
Aujourd'hui, il se retrouve avec Félix. Il est vieillissant. On ne peut pas le cacher parce qu'il a 72 ans. S'il ne peut pas se rattraper et qu'on passe devant sa tombe et qu'on dise voilà un patriote, voilà un vieux qui a au moins remis les institutions sur les rails. Je l'ai toujours comparé au professeur Lunda Bouloulou. Je cite cet exemple parce que moi j'ai fait le RCD. Et lorsque le RCD a commencé, nous avions le professeur Wamba Diawamba comme président. Il était président, mais nous avons le patron de l'exécutif, c'était le professeur Lunda Bouloulou. Et c'est lui qui avait imprimé le sens gouvernemental à cette rébellion-là. Donc nous avions des conseils des ministres, on avait des comptes rendus, il y avait des procédures pour s'adresser à Lunda Bouloulou, il y avait des procédures de décaissement. Au point que quand il est parti, tous ceux qui ont suivi les Roubaix-Roy et machin ont même respecté la décentralisation. Donc lui, comme un ancien membre du gouvernement qui a l'expérience, plus que tous ceux qui sont dans ce gouvernement, je crois qu'il a intérêt à se rattraper cette fois-ci. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Vous avez parlé du Premier ministre dont vous l'accordez la chance, mais qu'en dites-vous alors des personnes qu'il a choisies comme ministre? Qu'à cela ne tienne, il paraît le choix partait d'abord des partis politiques, ensuite des regroupements, ensuite des plateformes, et enfin, lui, il a validé. Nous sommes en politique. En politique, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Soit vous avez beaucoup de députés, d'office vous aurez des sièges, soit vous avez une armée. Il y a ceux qui sont dans ce gouvernement-là qui n'ont pas de députés, mais dont on soupçonne qu'ils sont là parce qu'ils sont issus d'une communauté qui... Vous faites allusion à qui? Je préfère ne pas donner le nom, mais il y a des gens qui sont au gouvernement parce qu'il y a... Dans leur communauté, ils ont des généraux-majors, ils ont jusqu'au nouveau recrue. Donc toute une communauté, minoritaire soit-elle, mais ils ont toute une armée. Ensuite, on dit qu'il y a ceux qui sont très proches des décideurs. Même si vous n'avez pas été élu, même si vous n'avez pas été un brillant ministre, mais parce que vous êtes peut-être époux ou marié à un membre de la famille présidentielle, ça peut arriver. Parce que dans le quota sur les 65, on nous disait qu'il y avait 10% de quota du FCC pour le président Kabila, il pouvait désigner souverainement. Le président Félix lui-même, il pouvait aussi désigner souverainement certains membres du gouvernement, le président Kambound, mêmement, ainsi de suite. Est-ce que c'est par hasard que nous pouvons avoir, comme on appelle communément à Kinshasa, les dauphins de Matata aux finances, vous avez les dauphins de Raymond Chiban dans la coopération internationale. Donc, parce que le gouvernement est composé de DIRCAB, des anciens DIRCAB, DIRCABA, des secrétaires généraux, des partis politiques, des conseillers. Donc, ils ont été promis par leurs vieux. On sait facilement dire tel est là parce que tel est là à cause de tel est là à cause de tel. Voilà. Et est-ce que c'est une bonne manière de mettre en place une équipe dont la population attend beaucoup? Oui, nous avons quand même besoin de nouveaux venus. Ça fait 40% des anciens opposants purs, ceux qui ont évolué dans l'opposition, ils sont au nombre de 40%. On parle de 76,9% des nouveaux qui n'ont jamais été Est-ce que c'est une force ou une faiblesse de ce gouvernement, les novices qui viennent Ce n'est pas des novices, c'est pas des novices. On ne peut pas les considérer comme des novices, c'est une force. Ils sont dans le rouage, ils sont dans le méandre. J'ai parlé par exemple du ministre de la Coopération internationale. Il est toujours là à côté de Raymond, quand Raymond était ministre des Affaires étrangères. Il a toujours vu, il est professeur en philosophie. C'est pas qu'il ne connaît pas les signataires, il connaît les signataires. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un Claude Leroy. Voilà. Claude Leroy qui arrive, en 2006, il nous déniche un trésor Mputu qui marque début à la CAN en Égypte. Voilà. Donc Ilunga, il est là, avec l'œil de coach, il doit savoir comment suivre, apprendre la rigueur. Parce que le plus grand défi de ce gouvernement Ilunga, c'est stopper le coulage. Le coulage. Tout le monde dit que nous pouvons facilement mobiliser 50 milliards. Parce qu'on nous parle de fraude, on nous parle de la corruption. Voilà un défi qui s'annonce par rapport à lui, c'est qu'il y ait de la gratuité de l'enseignement. On nous parle de 2 milliards. 2 milliards 3,
pour suppléer aux charges de la gratuité de l'enseignement. S'il faut prendre tous les enfants congolais. Nous sommes au mois d'août. Le gouvernement ici, à intérim, a mobilisé 2,9 milliards de dollars. Nous n'avons que 30 000 écoles, il reste 20 000 écoles à mettre en place. Le gouvernement doit payer en plus. Nous allons parler de la gratuité. Je voulais quand même terminer ces chiffres-là. Oui, en plus des enseignants payés, il faut ajouter encore ça 35 000. Jusque-là, on ne peut payer que 15 000. Voilà, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Mais il doit arrêter le coulage. Donc, je voulais parler du coulage. Oui, certains observateurs estiment qu'il y a beaucoup de gens, surtout au niveau du cash, qui n'ont pas travaillé, qui ont vécu en Europe et ils reviennent, ils prennent, on les donne des charges. Là, je donne par hasard, je n'ai contre personne, ministère de l'économie par exemple, vice-ministère des finances, des gens qui n'ont pas un parcours. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le gouvernement? Bon, dans notre pays, on a l'habitude de critiquer les gens. On a l'habitude de critiquer les gens et il y a ceux qui sont jaloux. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ces gens de critiques que le professeur Ilunga Nkamba pouvait tomber dans les pièges où Gizenga avait désigné des ministres morts. Vous vous souvenez, oui. Je ne pense pas qu'il peut justifier qu'il n'a pas lu les CV de ces gens-là. Vous devez être en Europe, si vous avez un CV qui justifie. On ne peut pas nous prendre quelqu'un qui faisait les Maléwa en Europe, qui était fournisseur, je ne sais pas de quoi, et vous lui donnez une économie, il ne va pas comprendre. L'économie, c'est une science très très difficile. Moi, j'ai eu l'occasion de faire de l'économie dans ma vie. Je rappelle ici quand même, j'ai un diplôme en business and administration aussi. C'est une science très difficile. Parce que nous partons des hypothèses et vous devez faire une projection. Alors, si vous mettez à l'économie quelqu'un qui est incapable de comprendre les hypothèses économiques, on est parti pour la gloire. À moins que lui-même, le Premier ministre, aura un regard particulier sur le ministère de l'économie, alors il désigne une personne faible. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, j'ai fait vraiment totale confiance à cette équipe gouvernementale. Je note qu'on apprend un seul jour. On commence, on apprend. On n'entre pas dans les mariages. Nous sommes des Bantous, il n'y a pas de stage dans les mariages. On vous marie, vous partez, et vous commencez à apprendre comment est-ce qu'il faut devenir épouse, jusqu'à devenir maman, jusqu'à devenir grand-mère et rentière. L'absence des figures de proue, des caciques dans ce gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est parce que les deux leaders de la coalition, les leaders de FCC, de Cash ne veulent pas avoir des gens sur qui ils n'auront plus même mise? Ça s'est dit aussi que les gens que vous avez cités tantôt au début de l'émission, ils ne se retrouvent pas dans le gouvernement parce qu'une fois dans le gouvernement, ils peuvent faire ombrage au président honoraire Joseph Kabila ou faire ombrage à l'actuel président de la République, voire même au Premier ministre. Raison pour laquelle on devait les écarter. Le président Kabila, pendant les 1+4, quand il créait le PPRD, il avait ouvert le PPRD à beaucoup de gens. Le PPRD a beaucoup de membres fondateurs. Il a laissé tous ces gens-là, il les a placés tous pendant les 1+4 dans beaucoup d'institutions. Mais les résultats des élections de 2006, au premier tour, Kabila a eu 48%. Il n'a pas été élu au premier tour. Il a essayé de rattraper les autres pendant le mandat 2006-2011. Mais aux élections de 2011, il a battu campagne avec son épouse, Maman Olive, et son fils qui porte le nom de son père, Kabila. Il a fait le tour seul. Malheureusement encore, il n'est pas allé au-delà de 50%. Il a fait 49%. Mais il a été élu président. Il les a observés. Tu verras que le deuxième mandat de Kabila, il ne l'a jamais géré lui-même. Il y avait tantôt des crises de concertation, on demandait des dialogues par-ci par-là. Le professeur Bochab s'est vanté qu'il pouvait changer la constitution. Il est allé au ministère de l'Intérieur. En 2015, il a fait tuer les gens ici. Ça n'a pas été donc possible. Il les a essayé de les observer. Ils lui ont donné toutes les garanties. Nous avons des diplômes d'anticipation, des criminologies, des ceci. Nous allons vous garantir le troisième mandat. Ça n'a pas été possible. Et lorsque cela est arrivé, il a constaté, patriote qu'il est, il a cédé.
le refus de les avoir dans les institutions. Oui, c'est la volonté d'abord de Félix. Mais je parie que le président Kabila, lui aussi, en a voulu, parce qu'il en avait marre de tous ces menteurs, tricheurs, flatteurs qui étaient autour de lui, qui ne lui apportent rien. Il désigne un dauphin. Tous ces grands-là sont élus, sauf le dauphin. Vous vous rendez compte? Sauf le dauphin. Il n'est pas la première expérience. On nous dit toujours qu'en 2006, Bochab était le mieux élu. Bochab avait fait 56 000 voix à Moueka. Kabila en avait fait 4 000. L'Omanou, c'était la même chose. Donc, si vous allez à la CENI, vous vérifiez les chiffres, vous verrez que ces gens-là, ils partaient chez Kabila, prendre, glaner, comme on dit, ils glanaient les richesses pour aller se rendre fort et négliger la part du chef. Conséquence, le PPRD n'est pas très populaire aujourd'hui parce qu'ils utilisaient les moyens de l'État, la puissance, la police, la mer, qu'on pouvait les craindre. Mais avoir un parti fort, parti des masses, non, c'est faux. Ils n'en ont pas. La preuve, quand Kamer est parti en 2009, en moins de 2 ans, Kamer a réussi à avoir INC qui est aujourd'hui un parti de masse. Lorsque Moïse refuse le 3e pénalty, très facilement, il se transforme en parti de masse. J'ai fait la même recommandation à M. Bahati, de ne pas trop insister, de ne pas manquer de sommeil pour ça, de transformer l'AFDC en parti de masse. Vous avez dit tantôt là que ceux qui ont été nommés ministres sont les dauphins de leurs vieux, qui sont caciques. Mais vous ne trouvez pas que ces gens-là qui se reconnaissent dans les caciques, qui n'ont pas été sur la liste, ne vont quelque part aussi répondre aux dictats des personnes qui ont voulu à ce qu'ils soient là? Ce serait une erreur, ce serait une erreur. Ça, c'est le premier gouvernement. Nous sommes dans Ilunga 1. Ilunga 1, on ne sait pas encore les missions. Moi, personnellement, je ne connais pas encore les missions lui a signées. Mais je pense que c'est d'abord organiser les élections locales. Mobiliser les 625 millions de dollars. Il faut donner à la CENI. Et c'est possible, je rappelle, parce que Matata Mpogno a fait 4 ans comme Premier ministre. Il avait payé à la CENI que autour de 400 millions, on nous parlait. Mais Sami Badibanga, qui a fait 3 mois, a réussi à payer à la CENI plus de 550 millions ou de milliards de francs congolais. Donc il est possible dans peu de temps, parce que Moulounda avait quand même organisé les élections dans ce pays dans 8 mois. Donc si Ilunga entre en fonction, comme il vient d'entrer en fonction et son gouvernement est investi, il doit mobiliser très rapidement les 625 millions de dollars pour les élections locales. Ça, c'est la première mission. Il ne doit pas croire qu'il est là, un gouvernement pour éradiquer Ebola. Mouyembe le fait déjà assez bien. Ou pour mettre fin à la guerre de Béni, parce que nous savons que c'est du business. Lui, il est là pour organiser les élections locales. Donc, d'ici avril 2020, on peut évaluer ces gouvernements s'il faut les retenir ou les virer. Et d'autres dont ils n'ont pas besoin de... Est-ce qu'aujourd'hui, la population a-t-elle besoin des élections locales ou il faut, avec ces 625 millions, attaquer les problèmes des bases là, non, que rencontre la population? C'est seulement 625. Mais 625 millions peut servir à beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement va nous prendre 2,9 milliards ou 2,3 milliards. Donc, la bonne gouvernance, structurer la République, avoir des représentants élus, fait quand même la force. Ici, je dois être sincère, Alain. Allez-y. Le président Félix ne contrôle pas les élections au niveau national. Donc, il ne contrôle pas l'Assemblée nationale, il ne contrôle pas les Sénats. Je crois, lui étant en fonction comme président de la République, il a tout intérêt à maîtriser et à contrôler la base. Parce que lui se réclame de la base. Et c'est là qu'il y a les élections basales, s'il faut le dire, ou basiques, dans ce sens-là. Donc, il doit organiser les élections locales. Et c'est une recommandation de l'Église catholique à travers Monseigneur Ambongo. Donc, au lieu de faire des puits d'eau pour la population, au lieu d'essayer de réhabiliter quelques hôpitaux, vous préférez, M. Barnabé préfère assez qu'on puisse organiser les élections locales. Je te rappelle le discours de campagne du président de la République. Le pays n'est pas mort. Hein? En 2011, on n'avait pas organisé les élections locales. Nous avons ici actuellement un budget de 5 milliards de dollars.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même, il avait dit qu'il était en mesure, dans les 5 ans, de mobiliser 85 milliards. En fait, tous les candidats présidents de la République, les gros, hein, Chadari, Félix, Fayoulou, tous naviguaient autour de 85-100 milliards de dollars. Nous sommes au 10% de son mandat, pratiquement. Donc, il vient juste de consommer la dîme de son mandat, il ne peut pas se plaindre par rapport à ça. Si nous avons un bon ministre de la Justice, et que la justice travaillait pour mettre fin au coulage des recettes, à la corruption, nous pouvons tripler, même pour le reste de cette année, les 5 milliards que nous avons comme budget. Je crois qu'on peut avoir de quoi faire les captages de sources d'eau. Nous pouvons faire les sauts de moutons, nous pouvons aussi faire la gratuité de l'enseignement, même les soins médicaux. Le président peut désigner certaines maladies comme malaria, Ebola, accouchement. Ça peut aussi devenir gratuit, il n'y a pas seulement la gratuité. Et avoir les 625 millions pour les élections locales. C'est très important. Avoir la nomenclature du gouvernement, on se rend compte qu'il y aura une sorte de méfiance. Hein. Prenons le cas du ministre de la Défense. On a un ministre de la Défense, on a un vice-ministre de la Défense, on a un ministre délégué à la Défense. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces trois sont des chômeurs. Ils vont se surveiller les uns les autres. Tous ce sont des chômeurs déguisés. Comment ça? Ce sont des ministres? Bon, c'est juste protocolaire. Excusez-moi. Régler seulement un petit problème d'équilibrage, de recommandations et consorts. Vous savez, on le voit aussi au niveau du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai été... Affaires sociales aussi. J'ai été conseiller à l'époque. J'étais dans le cabinet du vice-président en charge de la Commission politique, défense et sécurité pendant l'1+4. Lorsqu'on négociait à Sand City, les RCD avaient négocié plus les aspects sécuritaires. Les MLC avaient plus négocié l'aspect finance. Et on croyait qu'en sera ici, quand on sera à Kinshasa, nous aurons un regard sur la gestion, sur l'achat des armes, nous aurons un regard sur la permutation des militaires et commandements armés. Quand nous sommes arrivés, Kabila nous a démontré que le ministre de la Défense n'était qu'un figurant. Et tout se faisait au niveau pas de l'état-major, soit de la maison militaire. Je dois quand même te rappeler que si tu mettais un micro-baladeur, qu'on désigne celui qui a été le ministre de la Défense sortant, à part l'intérimaire ici, même l'intérimaire, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas qui était le ministre de la Défense. Et sa figure et son nom. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est un poste de figurant. Nous sommes, oui, un post-conflit, un pays fragile. On ne peut pas laisser cette question-là aux novices. L'état-major est déplacé à Béni, le ministre sera ici en Ngaliema. Quand est-ce qu'il aura à aller voir ce qui se passe à l'état-major? Lorsqu'il faut acheter les armes, ça ne se passe pas au ministère de la Défense. Ça ne se passe pas au ministère de la Défense. Là, c'est juste l'administration, combler quelques militants de base qu'il fallait trouver du travail. Mais ce sont des chômeurs déguisés, ne vous en faites pas. Même au ministère de l'Intérieur. Oui, au ministère des Affaires sociales. Oui, ne vous en faites pas. Tous, à eux de se démarquer. À eux de se démarquer. Donc, c'est comme s'ils se méfient. Hein? Il y a une sorte de méfiance. Le vice-ministre à la Défense doit surveiller son titulaire, les ministres délégués. Il est délégué du président de la République, donc il doit faire rapport au président. Finalement, c'est flou. Même à l'intérieur aussi, au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas participé au casting. Moi-même, j'ai été surpris de voir ça comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup de respect au président Kabila. Je sais que c'est un général. Vous savez, la stratégie militaire, lorsque vous l'appliquez dans les domaines civils, vous partez gagnant. C'est-à-dire? Non, c'est un général, il connaît la guerre. Il sait comment est-ce qu'il faut faire l'état des lieux, comment est-ce qu'il faut déployer les troupes, comment est-ce qu'il faut atteindre les objectifs. Il connaît la stratégie de guerre. Il a fait ça en Chine et en Corée. Il connaît, c'est un général. Quand il déploie ces éléments, le président Félix ne doit pas croire que le président Kabila lui a fait forcément des cadeaux. Non. Mais un élément important, c'est que j'ai remarqué que le président Kabila aime réellement Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui.
Parce que pendant les 6 mois, il a vraiment encadré et il a démontré qu'il n'y a pas de bateau dans les roues. Vous sentez vraiment qu'il maîtrise sa troupe. Le président Kabila met tout le monde au froid pour ne pas mettre de bateau dans les roues au président Félix. Mais même aussi, je viens de remarquer que le président Félix a beaucoup d'estime au président Kabila. Et ça c'est les gains. Ça, c'est le plus-value que la République vient de gagner. Vous savez, Alain, en 1960, lorsque les Lumumba prennent le pouvoir avec les Kassavou, ils ont chassé tous les Blancs. Vous arrivez en 1965, Mobutu chasse tout le monde. Tu sais que les 24 novembre, quand Mobutu a fait le coup d'État, c'est parce qu'il devait y avoir les élections en décembre. Et Tchombe était populaire, Tchombe devait tout rafler. Mobutu a chassé tous les tchombistes. Il les a mis dehors. Lorsque Mouzé arrive ici, Mouzé prend tous les officiers, les envoie à Kitona, il chasse tout le monde. Les Mobutistes, dehors. Kabila arrive, Joseph, lui aussi il fait la même chose. Il balaye tous les anciens, le moins de Congolais, machin. Il le fout tout le monde dehors, tous les caciques de son père. Mais Félix arrive, il garde tout le monde. Ça, c'est au-delà de l'alternance. Il fait confiance, il dit, nous sommes des Congolais. C'est notre pays. C'est notre pays, participer. Mais malheureusement, avec mon œil de AIO, je commence à voir que les ennemis internes commencent malheureusement à s'organiser contre nous. La raison pour laquelle ce n'était pas une erreur pour lui de laisser tout le monde. Bon, il n'avait pas la maîtrise de toute la situation. C'était imprudent. C'était imprudent pour lui d'arriver de balayer tout le monde. Mais lorsque, par exemple, il prend Yav, il les met à la maison militaire, il maintient les chefs d'état-major, il mettait Tango Fort et les autres, mais il leur fixe terminé, moi, les tueries de Béni, malheureusement, ça continue. Nous ne sentons pas une nette implication, à part la semaine passée où on a changé les commandants, hein, que tout le monde décriait qu'il était un affairiste et consort. J'ai appris que l'ordre est donné au Premier ministre, au chef d'état-major d'aller s'installer à Béni. C'était aussi une promesse de campagne. Hein? Il faut que le Mbala aille s'installer là-bas. Il faut beau vivre à l'Est, donc il n'aura pas peur. Mais ça a pris quand même 6 mois. Et nous ne sentons pas réellement une nette différence de l'après-Kabila dans ces domaines-là. Alors, ces gens-là, s'ils croient qu'ils doivent toujours continuer à bénéficier de cette parapluie, à considérer que le président Félix est dupe de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils se trompent. Il faut quand même se rappeler que ces messieurs est né en 63. En 1963, c'était encore dans leur maison, dans la maison de son père. Maman Marthe préparait l'été, il n'y avait que des réunions politiques à l'époque. En 1963, 64, c'est la mort de Tchombe, 65, coup d'État. Donc Félix, là, tel qu'il est là, jusqu'à atteindre le pouvoir, chaque jour, il parle politique. Chaque jour. Il est comme nous, les enfants des pasteurs. Moi, mon père est fils pasteur. Donc, nous demandons même la nourriture, pas des versets bibliques. Ces messieurs connaissent très bien la politique. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont le même parcours que Joseph. Son père a été quand même l'ennemi de Mobutu pendant plus de 32 ans. Et ces garçons-là, quand on le voyait, tout le monde savait on croyait qu'il était distrait. Non, Joseph n'a jamais été distrait. Même maman et Félix. Tu vois, quand il a constitué son cabinet, il a voulu récompenser les amis, les proches. Mais ils arrivent ici, nous apprenons que ce sont des parfums, ce sont des Weston. On ne voit pas de noms techniques. Il n'y a que les indiscrétions. Les gens n'écrivent pas, les gens ne produisent pas. Maintenant, le gouvernement est là. Le président, lui aussi, doit savoir que son délai de grâce est fini. Alors, il ne faut pas que les Congolais qui l'aiment beaucoup soient déçus. Il doit maintenant se mettre à la manette et Louvoumou doit avoir maintenant des candidats. Hein? Tu connais la prison de Louvoumou. On appelle ça Louvoumou. Dans le Congo central. Dans le Congo central. Il est important qu'on y voit maintenant des candidats. Mais comment faire si la grande partie du budget a été déjà consommée par la présidence de la République? Parce que le gouvernement est sorti et investi au mois de septembre. On parle déjà d'un dépassement, presque dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce que le gouvernement va faire sans argent? Ça aussi, c'est une mauvaise foi. Vous savez, il y avait un expert au commissaire aux comptes qui avait dit qu'à date du 30 décembre 2018, Kabila avait déjà consommé 98% du budget de la présidence, par exemple. De l'année passée? Non, de 2019. Les propos existent d'un expert au commissaire aux comptes. Il avait dit que 2019 était déjà consommé à 98. Mais qu'à cela ne tienne, un nouveau régime est arrivé. Ce régime-là doit avoir les méthodes, les stratégies pour mobiliser
les nouvelles recettes. Je t'ai dit ici, c'est rendu public les week-ends, que dans les 6 mois, le gouvernement Tchibala AI a mobilisé 2 milliards 900 millions. Je donne un autre exemple. Allez-y. Sous Kimbuta, la ville de Kinshasa avait un budget annuel de 400 millions de dollars. Le mois de juillet, ici, passé, Jantini Mbakangobila a mobilisé 125 millions. Uniquement pour le mois de juillet, 125 millions. C'est venu de la... On a rétrocédé 125 millions. Non, mobilisé. C'est venu de l'impulsion de l'Assemblée nationale. Vous savez que le travail que j'apprécie, c'est que Godin Poye est en train de faire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Assemblée provinciale, je voulais dire, de Kinshasa. Godin Poye est en train d'imprimer un travail fantastique, de traquer tous ces petits malfrats, des petits voleurs, tous ceux qui se sont donnés au coulage des recettes dans la ville de Kinshasa. Et en un mois, ils sont capables de faire les 1/3 de ce que Kimbuta a mobilisé toute l'année. Voilà. Donc c'est possible, à partir de ce mois de septembre, que le Premier ministre prenne les manettes et qu'il soit rigoureux, il peut mobiliser 15 milliards. Le gouvernement sera investi dans 2 jours. Il doit s'attaquer à quoi? Aux élections, comme vous l'avez dit tantôt, ou il y a d'autres priorités? Moi, je suis chrétien. La Bible dit, c'est la justice élève une nation. Et que le trône de Dieu se repose sur la justice et l'équité. Il n'y a pas mieux à faire dans ces pays comme mettre les magistrats à l'aise. Il doit d'abord stabiliser cette structure afin que quand ils vont faire des descentes sur le terrain, il ne faudrait pas qu'ils soient facilement corruptibles. Deuxième mission prioritaire, c'est stopper le coulage des recettes. Il a besoin d'argent. Il doit mobiliser l'argent pour payer les enseignants, les médecins et organiser les élections locales, entretenir l'armée, ainsi de suite. Donc c'est très important de s'attaquer au même moment, stopper le coulage et mettre les magistrats dans élever notre nation au travers de la justice. Ça, c'est les 2 missions les plus importantes. Il ne peut pas dire qu'il est derrière l'Ebola. La communauté internationale nous aide déjà dans ce sens-là. Il ne peut pas dire qu'il est derrière la guerre à l'Est. On ne tire plus de bombes là. On achète, il n'y a pas de bombes achetées. Il suffit seulement de mettre quelques carburants et transporter les troupes à l'Est et l'affaire est finie. Donc ce qui est prioritaire, au contraire, c'est stopper le coulage des recettes et attaquer la justice et d'autres structures de la En termes de pourcentage, vous accordez combien de pourcents à ce gouvernement de réussite? J'avais un professeur en biologie en 5e des humanités, où je rappelle, je me souviens, lui, au début de l'année, il nous disait, nous tous, vous avez 20 sur 20 en biologie. Maintenant, s'il te pose une question et que tu n'es pas en mesure de répondre à la question, il te donne moins 2. Si tu te pointes comme dérangeur, tu as moins 4. Je me souviens, malheureusement, c'est comme la démocratie. Il y avait de ses collègues moins intelligents. Un collègue s'est retrouvé avec 20 sur 20. Et le jour où le prof lui a posé la question, il n'a pas réussi, malheureusement. Non, moi, je parle de cette présomption-là. Je leur tous fait confiance. Ils ont quand même réussi à passer dans les castings. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de gens ont fait des fétiches, d'autres ont prié pour être des ministres. Si eux, ils sont là, ils doivent savoir que c'est une grâce particulière, c'est une opportunité pour eux de marquer l'histoire comme les Lumumba l'ont fait, les Mzee, les Mobutu, ainsi que les Joseph Kabila. C'est une opportunité à ne pas rater. Donc, pour moi, à l'entrée, tous ont 20 sur 20, ils ont 100%. Donc, à chacun maintenant... Parmi les défis, il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Non, c'est possible d'avoir ça. C'est possible d'avoir ça parce que nous n'avons que 30 000 écoles. Maintenant, nous n'avons que 30 000 écoles. Est-ce que d'abord, cette décision-là de rendre effectif la gratuité, est-ce que c'est vraiment, c'est ne pas aller trop vite en besogne? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Là. Maker Mwangu, qui a fait 12 ans comme ministre de l'EPSP, il n'a pas eu le courage d'affronter cette question-là. Peut-être parce que les préalables n'étaient pas encore... Non, et pourtant, à notre époque, quand nous on présentait, moi j'ai présenté en 1990, les examens d'État, ça prenait 6 mois pour avoir les résultats. Mais lui, il a réussi aujourd'hui à ramener les résultats dans les 48 heures. Matata Mpognou, dans sa logique de macroéconomie, un homme cartésien, lui, il avait fait un choix que je demande au gouvernement Ilunga de ne pas rejeter la stratégie de Matata. 1000 écoles par an. S'ils peuvent aller à 4000, à 3000 écoles, nous pouvons ramasser la plupart des enfants.
Vous savez, le président de la République n'est pas seulement le président des enfants des écoles publiques. Aujourd'hui, pour avoir une inscription là-bas, ça va être difficile. Ces écoles-là vont devenir des écoles des enfants recommandés par des ministres, par des magistrats, par des députés. Saturés. Saturés. Alors, nos enfants, là, nos enfants à nous, là, nous qui n'avons pas de nom, qu'est-ce que nous allons faire? Il ne faut pas qu'on arrive aux États-Unis. Les attentats qu'il y a dans des écoles, c'est parce que les enfants de Noirs sont généralement frustrés. Ils n'ont pas accès à ce type d'école. C'est pourquoi ils viennent fusiller d'autres enfants. Si le président doit juste prendre... si les 8 millions d'enfants qui doivent être scolarisés cette année, il n'arrive qu'à prendre en charge 1 200 000, les 6 800 000 qui vont rester là peuvent devenir des maï-maï et attaquer les autres ou vont devenir des djihad inconsorts. Donc le président doit ouvrir à tous les enfants. La stratégie est simple. Comment? Il faut donner une subvention aux écoles privées. Parce qu'à les écoles privées. Les écoles privées, non. D'abord, parce que lui, à l'école publique, il va payer. Il va payer les enseignants. Mais d'abord, nous sommes au 2e jour de la rentrée scolaire. Beaucoup des parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Ils n'ont pas d'argent pour payer, pour faire la rentrée scolaire. Les enseignants eux-mêmes, parents, n'ont pas eu leur prime qu'ils ont chaque début pour que leurs enfants aussi rentrent à l'école. Finalement. Bon. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Il ne fallait pas mettre en place quelques préalables avant de rendre effective la rentrée scolaire? Est-ce que les parents, moi je propose que cette semaine, à la fin de ce week-end, que toutes ces écoles privées, conventionnées et publiques convoquent les conseils des parents. Nous pouvons, nous parents, prendre un moratoire. Nous pouvons dire, oui, la volonté du président, c'est la gratuité, nous sommes d'accord. Mais jusqu'au mois de décembre, nous allons continuer à faire des petites interventions pour vous permettre, vous parents, d'être dans de bonnes conditions et que la rentrée scolaire soit réellement effective. Mais je parie que cette semaine, nous tous, nous allons observer. Dira tout le mois de septembre, nous allons observer. Mais l'idéal serait qu'on trouve le juste milieu, que l'école et nous, parents, qu'on se mette ensemble, en dépit de la décision du gouvernement, qu'on se mette ensemble pour qu'on essaye de trouver un moratoire jusqu'au mois de décembre, le temps quand même qu'on laisse au président de manœuvrer un peu, parce que cette idée-là, elle est bonne, et puis je rappelle que quand même c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Mais il faut un peu de marge de manœuvre. Il faut un peu de marge de manœuvre. Parce que, je te donne un autre exemple. Imaginons par exemple que tous les promoteurs d'écoles privées décidaient de dire, bon, nous clôturons, nous mettons fin à cette aventure, nous transformons nos écoles à des hôtels, ou à des boutiques, à des boulangeries, comme ça, aller dans la rue. Tous ces enfants-là, qu'est-ce que le président Félix va en faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Donc, il doit quand même donner une certaine subvention. Donc, il faut aider ces gens. Donc, c'est aller trop vite en besogne. Ce n'est pas aller trop vite. Ce n'est pas aller trop vite. Mais c'est une décision courageuse. Il faut qu'il y ait un début. Il faut qu'il y ait un début. Ce n'est pas extraordinaire. Je donne un autre exemple, Alain. Dans la commune de la Gombe, il y a combien d'écoles publiques? Si vous enlevez les conventionnés catholiques et protestantes. L'école de l'État, il y en a combien? Ici en Galilée. Il fallait commencer d'abord par construire des nouvelles écoles. Matata a commencé. J'ai dit, Ilunga ne doit pas rejeter ça. Lui doit d'ailleurs tripler. Il fallait aussi mécaniser les enseignants qui ne sont pas encore mécanisés. Oui, comme ça, on pourra même lancer ça. On nous parle de 135 000 enseignants. On ne peut mécaniser que 15 000, d'après ce qu'on nous dit. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas résoudre d'abord ce problème et puis ensuite s'attaquer à la gratuité? Bon, voyons voir ce que le ministre... Tu connais le ministre de l'Éducation, non? Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Willy Bakonga, il est lui-même promoteur de Sévigné. Comme j'espère qu'il ne fera pas comme Bahati, avec les conflits d'intérêts. Bahati qui était à l'économie. aussi, c'est cela. Bahati, quand il était à l'économie, il mettait les monopoles de ciment et de fer à béton. En tout temps, lui-même, il était fournisseur de ciment. Bon, voyons ce que Willy Bakonga va obtenir pour ses collègues promoteurs privés. Je crois qu'il fera quand même quelque chose. Si l'État congolais ne subventionne pas les écoles privées, nous allons craquer. Effectivement, ça va être difficile. Vous parlez de subventionner les écoles privées et non les écoles publiques. Non. À 100%, il est dit que les écoles publiques, c'est la gratuité. Prise en charge totale de l'État. Voilà. Je suis d'accord. Et à cela, vous ajoutez la subvention des écoles privées. Mais avec quel budget, M. Barnabé? Nous avons 5 milliards, mon ami. Il n'y a pas de guerre à acheter. Il n'y a pas de guerre à faire. Nous n'avons pas une élection à faire au mois de septembre, au mois d'août.
Il n'y a pas Ebola sur toute l'étendue du Congo, mon ami. Il faut quand même arrêter le coulage. Luzolo Bambi, conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, il a dit lui-même, les éléments existent, les éléments sonores, que ce pays était en mesure de mobiliser 50 milliards de dollars là. Tous les candidats présidents de la République ont démontré, chiffres à l'appui, qu'ils peuvent atteindre 85 milliards 5 ans. Alors, si le président Félix a gardé Kamere, il a mis Ilunga Nkamba, il a mis tous ces gens-là, il paraît qu'il a 200 conseillers à la présidence. C'est pour qu'il nous aide à atteindre 85 milliards, mon ami. Donc, ce sont des problèmes internes que le chef de l'État doit résoudre. Mais curieusement, il est tout le temps parti. C'est ça aussi le problème. Non, son choix, j'apprécie beaucoup. Vous savez, le président Kabila, à la fin de son mandat, il ne voyageait plus à l'extérieur. Nous étions devenus absents dans des salons. Dans là où se décidaient de grandes choses sur notre souveraineté, nous n'étions plus là. Alors, comme on faisait des tractations pour avoir un gouvernement, le président Félix a réussi quand même à nous rapprocher avec l'extérieur. Vous en avez des preuves, des preuves qu'il a réussi. Les gens ne peuvent pas comprendre l'essence, par exemple, que Rwandair atterrisse ici. Nous rapprocher, nous, du Rwanda. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que cela signifie. Nous rapprocher de l'Angola. On ne chasse plus les Congolais en Angola. Maintenant, nous sommes en parfaite communion avec l'Angola. Il y a quelques années, il y a quelques mois, on ne pouvait pas imaginer qu'un chef de l'État congolais pouvait faciliter la médiation entre le Rwanda et l'Ouganda. On ne pouvait pas imaginer ça. Ça relève du miracle, mon ami. Ça relève du miracle. Ce que Félix est en train de faire, c'est rapprocher de l'entrepreneuriat nigérian. C'est fantastique. Il a intérêt à faire ça. Nous étions absents partout là-bas. C'est là qu'on décide, c'est là qu'on fabrique les armes, c'est là où on fabrique la monnaie, c'est là où on achète nos minerais, c'est là où nous sommes sabotés. Notre cobalt est à l'extérieur, c'est pas là-bas. Vous voyez, donc, maintenant il a intérêt, je crois, après sa réunion, il va faire la France, il doit aller au Conseil de sécurité des Nations Unies, faire la Belgique et revenir. Maintenant, je crois qu'il est important qu'il se consacre maintenant à l'interne, parce qu'il est le patron de l'exécutif. C'est lui le numéro 1 du gouvernement. C'est sa vision et c'est son programme qui doit être imprimé. Donc, comme il a un gouvernement, le président Félix doit être permanemment maintenant ici pour imprimer une autre donne, plus importante. Il n'y aura pas des pesanteurs internes, parce que vous avez parlé aussi des ennemis internes du pays. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ces ennemis internes pourront la tirer vers le bas? Ouais, non, vous avez raison. Les éléments à notre possession, plusieurs experts sont en train d'indiquer que au niveau interne, les gens croient que c'est la continuité qui est là et que les mining ne dorment pas parce qu'ils ne sont pas satisfaits, probablement avec... ils pensaient qu'aussitôt que le président Félix viendrait aux affaires, il allait balayer le code minier, mais le code minier est toujours là. Au contraire, on continue à serrer encore davantage. Il y a des schémas. Il y a des schémas pour que la base, pour que le peuple congolais déteste le président Félix. Vous vous souviendrez les jours de son investiture, le Congo entier, en un seul homme, nous avons prié pour lui quand il a fait une malaise. Et il est aimé par les Congolais. Alors, au bout de 8 mois, on commence maintenant à travailler contre cela. On commence à manigancer, manipuler par-ci, par-là, pour essayer un peu de le déstabiliser à l'interne. Bon, les experts, j'espère qu'ils sont là. Et ça, je demanderai à nos amis de l'ANER, au lieu d'aller contrôler les caisses à la présidence, il faut aller chercher... S'il y a mégestion, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller dénicher. S'il y a mégestion, qu'est-ce qu'on fait? C'est le cours de compte de constater, ce n'est pas à l'ANER d'aller faire ça. Mais si la décision vient du président de la République lui-même, d'auditer. Il n'y a pas une note pour ça. Si la décision venait du président Félix, le directeur de cabinet Kamer n'allait pas arrêter ces gens-là qui venaient faire des désordres là-bas. Sous Kabila, personne n'est allé auditer le compte à la présidence. Sous Mobutu, ça n'a jamais été fait. Donc ils sont au-dessus de la loi. Au lieu d'aller arrêter l'ennemi interne qui cherche à déstabiliser les institutions, vous allez tripatouiller. Donc à la présidence, on peut gérer n'importe comment. Donc on n'a pas droit, on ne peut pas jeter un coup d'œil dans les finances de la présidence. Il y a des méthodes, il ne faut pas désacraliser le pouvoir. Hein, c'est là la sommité, il faut beaucoup de respect. Il ne faut pas aller... vous n'allez pas regarder si le chef de l'État a acheté combien de papiers hygiéniques quand même.
Hein, il faut du respect, de la considération. Le pouvoir est sacré. On ne peut pas vivre ce qu'on vient de vivre dans le Congo central et croire que ça peut se tenir à tous les niveaux. Moi, j'apprécie la décision du directeur de cabinet Kamere. Il faut chasser ces gens. D'ailleurs, il faut les mettre aux arrêts. Hein, le conseiller spécial doit arrêter ces gens-là. Même s'ils ont été envoyés par quiconque, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas fuiner. Bon, est-ce que vous trouvez que si ce n'est pas le président de la République qui a demandé cet audit, qui peut encore? Le commissaire aux comptes. Les fonds alloués au président de la République, il y a quand même... Le commissaire aux comptes il a le rapport. pouvoir de donner des injonctions à l'ANER pour qu'il puisse faire ce travail. C'est une erreur. C'est une erreur, encore une fois. L'ANER, même si l'ANER doit faire ce travail-là, tout celui qui travaille à la présidence est supposé être membre de l'ANER. On ne peut pas être à la présidence par hasard comme ça. On n'est pas au ciel si on n'est pas saint. Alors vous ne pouvez pas venir faire des claireaux, commencer à filmer des documents, commencer à crier l'indiscrétion, tout document qui est signé dans les 2 minutes qui suivent, nous les avons dans le WhatsApp. Le directeur de cabinet doit chasser tous ces gens-là. Et tous ceux-là qui filment quand le président voyage, quand le président donne un coup de fil, il faut arrêter cette histoire-là. Hein, le président a droit quand même d'une certaine intimité. Le président, on ne peut pas le voir comme ça. On ne peut pas parler de la vie d'un président de la République comme ça. Pour se mettre là, sur cette chaise-là, seul Dieu le Père, créateur de la terre et du ciel, ne peut te mettre président de la République. On ne devient pas président de la République parce qu'on veut. Non. On devient président de la République parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, a décidé que tu seras président de la République. Alors, ce n'est pas quand on vous donne l'opportunité d'être à côté du chef, il faut blaguer. Je me souviens un jour, Maître Roubero me disait, j'ai signé pour te faire entrer ici, que tu sois mon collaborateur. Mais pour te virer, il suffit seulement que je parle. Bon, on n'a pas besoin d'écrire. Comme vous aviez cité le nom de Maître Azarias Roubero Amaniwa, il revient toujours au ministère de la décentralisation. Ça cache quoi? C'est un homme très sérieux. Roubero m'a appris. L'opinion dit, hein? Roubero m'a appris, moi, qu'on peut être chrétien, pratiquant, sanctifié, craignant Dieu et faire la politique. Nous sommes à la télévision. Hein? Autour de moi, j'ai fait 10 ans à côté de Roubero. Il me suit lui-même. Comme on dit à Lingala. C'est un homme extrêmement sérieux. Quand Kabila l'a eu à ses côtés, Kabila l'a confié toutes les questions de négociation. C'est un bon négociateur. Il est sérieux, c'est un travailleur. Roubero n'est pas dans la corruption. On ne parle pas argent à côté de Roubero. On ne parle pas femme à côté de Roubero. On ne peut pas venir lui dire aux parcelles, aux chantiers, aux commissions. Ça ne passe pas chez lui. Ça ne passe pas. Vous parlez travail, demandez aux agents. Il vient de faire l'intérim au ministère des Transports. Tu sais qu'il a remis toutes les primes aux agents de transport. Il est là. Vous pouvez aller vérifier. Vous êtes journaliste. C'est un homme très sérieux. Quand vous l'avez avec vous, vous pouvez être tranquille. Roubero est égal à Deo Rugiza. Tu connais Deo Rugiza? Les DG de DGDA. Cet homme-là, est-ce que vous avez entendu parler des grèves ou quoi là, ou à la DG? Qui connaît même son nom ou son visage? Personne. Mais c'est une entreprise de l'État qui produit des recettes. Ce sont des bosseurs, ces gens-là. Ils sont disciplinés, chrétiens, sanctifiés, craignant Dieu réellement. Ce sera votre dernier nom, M. Barnabé Ouimana. Merci beaucoup, Alain, de m'avoir invité pour analyser l'actualité du jour. Que Dieu te bénisse. Merci, M. Barnabé Milingano Ouimana Issombia. J'ai bien retenu votre nom. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec le même plaisir. Au revoir.